Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Sayou de Razi Express, heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur les événements du Proche-Orient. Et plus particulièrement aujourd'hui sur le Yémen. Donc le Yémen a été au devant de l'actualité, peut-être pas toujours dans les médias français, mais encore hier soir j'ai vu un long sujet consacré au Yémen à la télévision russe, qui est très attentive à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Au mois de septembre, une milice chiite qui combattait dans le nord Yémen depuis le début de la dernière décennie, s'est emparée de Sanaa la semaine dernière, deux mosquées chiites, ce qui a rarement été précisé dans les dépêches qui en ont rendu compte, ont été l'objet d'attentats islamistes. Mais avant d'en venir à ces événements récents, rappelons que le Yémen était divisé en deux parties, un Yémen nord et un Yémen sud, qui était le seul régime marxiste du monde arabe, qui se sont réunifiés après la chute du mur de Berlin, ce qui a provoqué la venue au pouvoir du président déchu suite au mouvement d'opposition du printemps arabe en 2011, Abdallah Saleh, donc, qui est venu au pouvoir dès cette réunification du Yémen au début des années 90. Alors, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu un tableau de l'arrière-plan historique des événements récents que j'ai rappelé au début de cette longue question? Veuillez m'en excuser. Alors vous voyez, pour ce qui est de l'unification du Yémen, effectivement, on a unifié deux parties, pratiquement deux peuples yéménites qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs en fait. Et l'histoire du Yémen a été très perturbée tout au long des invasions. D'ailleurs, une des fiertés des Yéménites, qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils soient pour l'imama royaliste, si l'on veut, ou marxiste, c'est un peuple de combattants farouches qui n'ont jamais accepté la colonisation. D'ailleurs, le Yémen, dans nos ouvrages d'histoire, dans le monde arabe, s'appelle le tombeau des Ottomans, ou le cimetière des Ottomans. Cela prouve que les Ottomans, pendant 4 siècles d'occupation du monde arabo-musulman, n'ont jamais vraiment réussi à occuper le Yémen. Vu si vous voulez, la nature géographique du pays, ce sont des montagnes très dures à conquérir, où vivent des tribus depuis l'aube de l'humanité, qui se mènent une guerre sans merci. L'islam les a réunis à un moment donné. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il se trouve que 45% de la population yéménite est chiite. Ce sont les zaïdites, ceux qu'on appelle aujourd'hui Ansarullah, c'est-à-dire les adeptes de Dieu, si vous voulez, et où parfois qu'on nomme sous l'appellation Houssi, mais les Houssis, eux, ne veulent pas s'appeler Houssi. Houssi, c'est le nom du clan aujourd'hui dominant, les Houssis, mais eux veulent s'appeler Ansarullah. Dans la presse occidentale, on les appelle les Houtistes. Les Houtistes, peut-être. Alors, c'est que déjà l'Occident prend parti contre eux, en les appelant Houtistes, sans rappeler que c'est une révolte en fait chiite. Et là, comme vous avez parlé des attentats des deux mosquées, où il y a eu à peu près 145 victimes. La semaine dernière, donc. Je rappelle qu'il y a beaucoup de blessés qui ont été transférés à Téhéran pour se faire soigner. Et ça vous montre justement pourquoi le Yémen est si lié à l'Iran aujourd'hui. Souvenez-vous du croissant chiite. Donc voilà, dans ce puzzle de croissant chiite,
une partie du puzzle, le Yémen du Nord, qui se réveille et qui, ne nous en cachons pas, qui reçoit des armes et légères et lourdes de l'Iran, puisque le vol Téhéran-Sanaa, une fois que Sanaa a été prise, les vols se perpétuent avec à raison de à peu près 20 vols par semaine. Donc c'est sûr qu'ils reçoivent beaucoup d'armes. Alors le dernier président Saleh que vous avez cité, à un moment donné, s'est attaqué aux Houthis pendant quelques années. Même les Saoudiens s'y sont mêlés. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces Houthis ou ces Ansar Allah ou ces Zaydites chiites du Nord revendiquent, tout comme ceux du Sud, un peu moins ceux du Sud, 3 provinces de l'Arabie Saoudite actuelle. 3 villes. Il y a la ville de Jizan, qui est une ville côtière qui donne sur la mer, où d'ailleurs les Français ont le Golfe construit... Persique. Oui, non, du côté, n'est-ce pas, de l'Afrique. Mer Rouge. Voilà. Sur la mer Rouge, d'ailleurs, les Français ont contribué à la construction du port et à la gestion du port de Jizan. Jizan était un port yéménite. Ça vous montre aussi pourquoi on a privé le Yémen de ses ports sur cette partie de la mer Rouge. Si vous voulez, en faveur d'Aden qui était tenu par les Anglais. Mais simplifions les choses. Donc, il y a la ville de Jizan côtière, avec un port important. Il y a une province dont la capitale historique fut Najran, qui est le grand centre de propagande chrétienne dans l'anté-islam. Les chrétiens de Najran, il y avait même un archevêque à Najran. Et on sait que archevêques et prêtres ont été voir le prophète à Médine pour négocier la paix. Najran aussi, si vous regardez, c'est juste une ville frontière. Et les Saoudiens ont fait un tracé de manière à ce que Najran soit en royaume saoudite et pas au Yémen. Un peu au nord, il y a la ville d'Abha et encore une autre province, un peu plus éloignée, qui est le Assir. Donc, si on réfléchit à ce royaume saoudite, quand ces Zaïdites se sont révoltés et quand il y a eu des accrochages sur le front saoudite-yéménite, ce sont les Saoudites qui ont essayé d'aider le gouvernement en place pour leur faire la guerre. Avec le printemps arabe, maintenant les choses ont changé parce que comme ils ont élu, d'après les négociations, un autre président qui n'est plus Saleh, Ali Abdallah Saleh, mais Hadi. Alors, Hadi, quand Sanaa a été investi par les Zaïdites chiites du Nord, il s'est réfugié à Aden. Et voilà que le Conseil de sécurité, sous la pression du Conseil de coopération du Golfe, du Royaume saoudite, reconnaît Hadi comme le président, alors que pour ceux du Nord, Hadi n'est plus président. Vous voyez ? Donc, suite à la prise de Sanaa par les chiites. Par les chiites, exactement. Et là, mais revenons donc à la négociation dans laquelle le Conseil de coopération du Golfe que vous venez de citer a joué un rôle important au moment des heurts qui ont eu lieu pendant le printemps arabe, tout au long de l'année 2011, qui a conduit au renversement de Saleh. Le Conseil de coopération du Golfe a trouvé la solution bien de la succession de Saleh par son vice-président, en fait, et dans ce nouveau gouvernement se sont investis beaucoup de frères musulmans. Exactement, non seulement de frères musulmans, si vous voulez. Actuellement, les forces en présence au Yémen, vous avez les chiites qui avancent vers le sud. Vous avez Al-Qaïda et vous avez Daesh, parce que ces attentats des 2 mosquées ont été revendiqués par Daesh et non pas par Al-Qaïda qui est bien installé au Yémen également. Donc vous voyez, en présence, on a plusieurs partis en guerre. Ceux qui soutiennent Hadi avec le Conseil de sécurité, le Conseil de coopération du Golfe, les pays du pétrodollar.
En plus, vous avez les islamistes et les zaïdites. Et il y a une masse yéménite de tribus qui hésitent. Tantôt, elle se bat pour les uns, tantôt pour les autres. Il faut savoir que durant toute cette histoire contemporaine du Yémen, l'Arabie saoudite n'a eu de cesse d'acheter les responsables yéménites, de les faire taire par des kilos d'or, des dons, vous voyez. Et ça, c'est dramatique dans la mesure, si vous voulez, où une fois un président est élu, racheté par les Saoudiens, ce n'est pas les intérêts de son peuple qu'il défend. Il faut qu'il pacifie la frontière du Nord pour garantir au royaume saoudite cette frontière. C'est-à-dire que le Yémen ne revendiquera jamais les provinces perdues. Par ailleurs, il faut se rappeler que le Yémen, avant cette union, si vous voulez, a connu une guerre civile entre les imamites, c'est-à-dire les zaïdites qui étaient pour la monarchie. À l'époque, ils étaient soutenus, aussi étrange que ça puisse paraître, par le royaume saoudite, contre ceux du Yémen qui étaient républicains et qui voulaient la révolution. Et c'est Nasser, juste dans les années 60, qui va venir prêter aide à ceux du Sud. Et là, il va perdre la guerre, et une des raisons pour lesquelles il va peut-être perdre la guerre des 6 jours, c'est que son élite, l'élite de l'armée égyptienne se battait au Yémen. Hein, et il a été battu, parce que le Yémen, c'est imprenable, c'est une série de montagnes, c'est plus grand que la Suisse, c'est aussi scabreux. Mais c'est quand même à cette époque qu'un régime donc allié à l'URSS, à Cuba et à la Chine s'installe à Aden, donc la capitale du Yémen Sud. Alors revenons aux événements présents. La guérilla chiite que vous avez présentée comme étant confessionnelle est porteuse aussi de revendications sociales. Les événements actuels ont été impulsés par des revendications sur la hausse du prix de l'essence, sur la lutte contre la corruption qui règne à Sanaa. Donc cette guérilla chiite est reconnue aussi dans sa dimension progressiste sur le plan social et politique par la population. C'est sûr. Vous savez, ce que vous dites est très exact dans la mesure où tout ce monde arabo-musulman a toujours, à travers l'histoire, persécuté ces minorités. Et au Yémen, avec le royaume saoudite qui s'est installé, qui est sunnite, qui a pris le Hijaz, c'est-à-dire la Mecque et Médine, qui n'était pas saoudienne, qui n'était pas non plus yéménite, qui était hachémite. C'est-à-dire, aujourd'hui, le seul monarque hachémite se trouve en Jordanie. Mais les grands-pères de ce monarque jordanien étaient à la Mecque. Donc, vous voyez, l'Arabie saoudite est constituée en fait de territoires qui n'ont rien à voir avec la famille Saoud. La famille Saoud est une famille de bédouins du centre de cette Arabie. Donc, ils ont annexé le Hijaz, c'est-à-dire là où se trouvent les 2 villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Ils ont annexé 3 provinces et 3 villes du Yémen. Ils ont annexé la partie la plus riche du pétrole. Chez eux aujourd'hui, c'est le Gtrif ou le Gtrif. Ce sont des chiites. Il y a près d'1 million de chiites en Arabie. Et là, vous voyez pourquoi l'Arabie saoudite a vraiment peur. C'est que les zaïdites chiites du Nord-Yémen marchent vers Aden. Et là, apparemment, le Conseil de coopération du Golfe va engager les forces armées de ce conseil. Alors, ces forces armées, c'est à peu près 100 000 combattants avec des tanks, des avions. Il ne faut pas oublier que le royaume saoudite dispose de près de 600 avions de guerre. Hein. C'est une des armées les plus puissantes. Enfin, en théorie, hein. Ils ont du matériel, mais on ne les a jamais vus au combat. Hein. Ce sont les Américains qui les défendent. Alors, pourquoi ils ont peur? C'est que dans ce croissant chiite, maintenant que Téhéran a dit va même élargir des ports
qui dépendent de cette région chiite du Yémen sur la mer Rouge. Donc, c'est de plus en plus le croissant chiite qui se referme. Et qui se referme sur qui? Ben, sur les pays du Golfe riches sunnites. Vous avez Assad en Syrie, qui n'a pas été déboulonné. Le Hezbollah qui se bat au Liban. Vous passez maintenant, la partie active, c'est le Yémen. Le Yémen est en train d'arriver jusqu'à Aden, le grand super port de la région. Et en plus, n'oubliez pas que si ces chiites tiennent Aden et le sud du Yémen, ils contrôlent Djibouti, ils contrôlent un autre des trois. Alors, suivez-moi de manière géographique. À côté de ce Yémen, à l'est, il y a le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman, ce ne sont pas des sunnites. Le sultanat d'Oman, ce sont des kharijites. C'est encore un autre groupe de musulmans, mais c'est une minorité également. Ça vous explique pourquoi les habitants d'Oman s'entendent bien avec Téhéran. Et c'est eux qui ont organisé les négociations entre les Américains et les Iraniens à Oman. Donc, là, vous allez en Irak, les milices chiites aujourd'hui et le gouvernement chiite d'Irak est puissant. Il est en train de bouter dehors et de détruire Daesh avec l'aide des Américains. C'est-à-dire, le royaume saoudite se trouve en face des Américains qui traditionnellement sont ses alliés, qui est en train de détruire une force sunnite fanatique. Par ailleurs, le Yémen est chiite, donc le royaume saoudite est pris en tenaille au nord par l'Irak, qui se chiite de plus en plus, et le sud, Yémen, et dans le nord, il y a toujours Assad et le Hezbollah. À l'intérieur du royaume saoudite, les Saoudiens essayent de mater une révolte chiite, à la tête de laquelle il y a un leader très charismatique qui est Nimr Nimr, qui est le tigre du tigre. Voilà son nom. Alors vous voyez que jamais le royaume saoudite et les pays, les pétromonarchies du Golfe se trouvent encerclés vraiment par des forces militaires qui ne sont pas sunnites. Et non seulement, il ne s'agit pas simplement de qui sont anti-américaines, c'est des forces anti-américaines, et l'axe anti-américain ne cesse de, si vous voulez, saisir au collet, si je puis dire, ces pétromonarchies alliées des États-Unis. D'accord. Alors, ce que vous êtes en train de suggérer, Bassam Tahan, c'est que l'Arabie saoudite pourrait prochainement connaître des troubles, connaître peut-être même un début de dislocation sous les coups de boutoir des milices chiites au Yémen. Alors, vous avez... je dirais des forces chiites, parce que milice a toujours une connotation négative. Moi, j'ai toujours défendu ces minorités. Vous voyez, il n'est pas normal qu'on ait une idée si positive de l'islam sunnite, avec Daesh, Al-Qaïda, Ben Laden, et une idée si négative des chiites, de Téhéran, d'Assad, du Hezbollah. Non, il faut être juste vis-à-vis. J'utilisais ce terme d'un point de vue tout à fait technique. Nous avons fait référence au passé marxiste du Yémen du Sud. Quel est l'impact de la révolte chiite sur ce qui pourrait rester de cette influence marxiste dans le Yémen du Sud? Alors vous voyez, c'est une très bonne question dans la mesure où on peut se demander si les sunnites chaféites, ils sont chaféites, c'est-à-dire ils obéissent à un rite sunnite de l'islam particulier. Est-ce qu'ils sont plus attirés par les idées de gauche ou par le sunnisme? C'est-à-dire après ce grand ménage de destruction d'États-nations, il est légitime de se poser cette question. Les gens sont plus intéressés par refaire des États-nations, en croyant à des idées progressistes, marxistes par exemple, ou se réfugier
dans une sorte de vision confessionnelle, tout en donnant à ces États confessionnels des couleurs politiques. Mais aujourd'hui, vu la situation, c'est que le royaume saoudite n'a pas que de problème avec les chiites, n'a pas que de problème avec les marxistes, il a des problèmes avec des autres sunnites, wahhabites comme lui, c'est le Qatar. Vous voyez, donc Alors, je trouve moi que le royaume saoudite, dans quelques années, s'il n'y a pas de grande évolution et s'il n'y a pas vraiment peut-être une intervention militaire très importante de la part de la coalition, mais cette fois-ci, non seulement contre Daesh, mais contre le Yémen, contre, je crois, c'est peut-être voulu par les Américains après tout, hein, que finalement il vaut mieux pour l'avenir jouer la carte chiite que de conserver le royaume saoudite, ou au moins de connaître, personne ne peut prédire, mais en tout cas, toute la région est en danger. Et ça, c'est parce qu'on a déstabilisé une pièce maîtresse du Moyen-Orient, qui est la Syrie. Vous voyez? En déstabilisant la Syrie, voilà que le royaume saoudite est déstabilisé. Attendez, c'est pas fini comme déstabilisation. Parce que le royaume saoudite compte importer, payer des mercenaires de Turquie, mais d'une manière officielle. Alors peut-on utiliser le mot de mercenaire? C'est-à-dire, il y a des accords. Le voyage d'Erdogan à Riyad, c'était pour conclure une importation d'armées turques avec des moyens d'armement lourd. Également, un voyage au Pakistan pour importer des forces pakistanaises. Hein. Le Qatar lui-même pense, n'est-ce pas, importer ou faire appel à des forces turques, alors que le royaume saoudite et le Qatar ne s'entendent pas du tout. Voyez? Alors, vu cette crise, il y a beaucoup d'alliances qui se font, qui se défendent. Tout ça marque qu'on va oublier pour un moment la guerre en Syrie pour s'intéresser aux guerres naissantes du Golfe arabo-persique. Mais pour revenir à l'Arabie Saoudite, Bassam Tahan, vous avez évoqué sa confrontation avec le Qatar, qui a appuyé tous les régimes frères musulmans qui ont éclos suite au printemps arabe. Il semblerait que les chiites du Yémen se soient opposés à un gouvernement dans lequel les frères musulmans étaient prépondérants. Donc comment expliquez-vous l'attitude de l'Arabie Saoudite qui... ils ne savent plus à quel Dieu se vouer, je dirais, à quel saint, à quel diable, je ne sais pas, comme on dit en arabe, qu'ils sont prêts même à s'allier au diable pour sauver leur sort, parce que ça devient très très compliqué. Non seulement ils veulent faire appel à des forces turques, mais des forces égyptiennes. C'est-à-dire ces largesses avec l'Égypte vont se traduire finalement par un engagement de Sisi auprès du royaume saoudite. Donc vous voyez un peu. Alors, si on croit à des théories complotistes de néoconservateurs, on se dit mais tout marche bien. Tout le monde va faire la guerre à tout le monde. L'Égypte est impliquée dans le Golfe. Mais là, ce n'est pas l'Égypte de Nasser qui défend les idées républicaines. C'est l'Égypte de Sisi qui vole au secours du royaume saoudite qui est menacé par tant de conflits régionaux. Voyez-vous? Donc voilà, alors vous mettez toutes ces armées qui virtuellement peuvent intervenir. Là, on peut dire que ce qu'avait dit Assad, Bachar al-Assad, ne s'est pas démenti. C'est que si vous tenez absolument à détruire la Syrie et à allumer cette guerre en Syrie, au Liban, c'est toute la région qui va s'enflammer. Ben, nous y voilà. Et là, c'est grâce à cette partie du puzzle de ce croissant chiite, les Zaïdites du Yémen. Mais ce n'est pas fini. N'oubliez pas que
les chiites du Bahreïn peuvent aussi, ils sont déjà en révolte, ça peut aussi s'allumer. Et là, les États-Unis se trouvent en position un peu faible vis-à-vis de l'Iran, parce qu'ils ont besoin de l'Iran, sinon Bagdad tomberait aux mains de Daesh. Et là, ce ne seraient plus les milices chiites ou l'armée chiite qui menacerait l'Arabie saoudite, mais également Daesh et Al-Qaïda. Vous voyez un peu l'imbroglio. Oui. Donc on arrive à une situation de chaos, c'est d'ailleurs le terme qui était utilisé par la télévision russe hier dans son sujet consacré au Yémen, mais ce chaos ne paraît pas le chaos créateur des néoconservateurs que vous avez cités tout à l'heure, mais un véritable chaos dont on ne voit pas très bien comment il va évoluer. Comment voyez-vous l'évolution des choses, vous, Bassam Tahan? Pensez-vous que cet arc chiite, concept dont vous êtes un des créateurs, pensez-vous, ou même le créateur, pensez-vous que cet arc chiite pourrait donner un semblant de logique et d'ordre dans la région? Ben, pour le moment, c'est quand même le croissant chiite qui triomphe. Hein? Et les États-Unis, je crois, gagnent, parce que, revenons à des choses très pratiques, l'argent de Kadhafi, il est passé où jusqu'à maintenant? Vous savez, on ne sait pas. Hein? Je sais combien de milliards. Des milliards qui ont été déposés en Occident. Je veux dire, vous voyez, prenez l'accord Iran-France pour construire un réacteur nucléaire. C'était 1 milliard à l'époque. Mais ce milliard n'a jamais été rendu à l'Iran. Il n'a jamais été. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est du bénéfice pour l'Occident, n'est-ce pas, d'une manière caricaturale, tous ces investissements qataris, saoudiens, dans le monde entier. Ben, si jamais ces pays changent de pouvoir, ben, ça tombe dans le panier de l'Occident. Hein. Cet argent n'est jamais rendu. Hein. Donc vous voyez, enfin j'anticipe un peu, mais rien n'est dit que il n'y aura pas un nouveau tracé des frontières dans toute la région, à la lumière de... Parce que je ne vois pas comment l'armée américaine ou ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les forces du Conseil de coopération du Golfe pourraient éradiquer 45% de la population yéménite zéydite, les écraser. Comment ils vont faire? C'est quand même près de 11 millions de Yéménites chiites qui sont là. Il en est de même des Alaouites d'Assad, il en est de même de 1,5 million de chiites au sud Liban. Vous voyez, ce n'est plus possible. Hein. On n'est pas à l'époque de Hitler où on peut commettre des génocides entiers. Donc il faut revenir à la réelle politique, comme on dit, et essayer d'avoir une autre vision de ce Moyen-Orient, plus positive, plus pacifique. Bassam Tahan, merci. Merci à vous, Eurasie Express.